À la une de cette édition révision du code électoral au Burkina Faso, le gouvernement apporte un éclairage à l'opinion publique sur la modification. Le ministre en charge de l'administration territoriale est face aux journalistes ce matin. Les détails du point de presse à suivre dès le début de cette édition. Plus de 200 enfants retirés de la rue à Bobo-Dioulasso sur les 400 ciblés. Après une semaine d'exécution, l'opération retrait des enfants en situation de rue se déroule à la satisfaction de la ministre en charge de l'action humanitaire qui marque un arrêt pour en parler avec les hommes de médias. Le point de presse dans quelques instants. Et puis la station terrestre du satellite burkinabé désormais opérationnelle. C'est un pas de franchi vers la concrétisation du projet. Prochaine étape, la construction du satellite proprement dit. Constat du fonctionnement du Burkina Sat 1 au sol dans ce journal. Et puis l'heure ne semble pas à l'apaisement entre la Grèce et la Turquie qui se disputent les eaux maritimes en Méditerranée orientale. Ankara ne cède rien et Athènes étend sa zone nautique. Le bras de fer à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités dans cette édition. Le code électoral modifié adopté par les députés ce mardi 25 août en vue de faciliter la tenue des élections à venir. Le gouvernement veut éclairer davantage l'opinion publique sur la modification. Le ministre en charge de l'administration territoriale passe par le biais de la presse pour donner explications et précisions. L'exercice se déroule ce matin même à Ouagadougou. Nous en savons davantage avec Pascal Kane. Au total, 8 modifications ont été apportées au code électoral pour faciliter, selon le gouvernement, la tenue des élections de novembre prochain. Réduction du délai de traitement des requêtes par la CENI de 7 jours à 72 heures, révision du délai de dépôt des candidatures aux législatives, entre autres. Mais la modification qui fait le plus débat est sans doute celle liée à la prise en compte des cas de force majeure. Pour Simeon Sawadgo, ce débat n'a pas sa raison d'être. Cette modification est le fruit d'un large consensus obtenu entre la majorité et l'opposition politique pendant le dialogue politique. Tout ce qui est apporté à l'Assemblée nationale actuellement doit recueillir donc l'assentiment de ce dialogue politique-là, donc ce qui ferait donc un large consensus. Mais quand on dit large consensus, ça ne veut pas dire unanimité. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Mais au-delà de cette perception, il y a un élément important qui fait que la charte portant statut politique du Burkina Faso donc dit bien que les partis politiques doivent s'affilier, donc s'affilier au chef de file de l'opposition ou à la majorité. Simeon Sawadgo fait remarquer que dans les dialogues politiques, l'interlocuteur attitré de la majorité est le chef de file de l'opposition politique. Il invite ceux qui estiment que ce code est illégal à saisir les institutions compétentes. Ceux qui sont en train de se presser, ils peuvent aller, il y a le Conseil constitutionnel qui est là, il y a le Conseil d'État qui est là. Donc, au lieu d'aller à l'opinion publique, tout le monde peut dire, moi je pense comme ça, et puis penser, ce que toi tu penses là, est-ce que c'est ça qui est juste? C'est ça la question. Donc, moi je crois qu'il faut qu'on s'en donne aux instruments qui existent pour nous, donc en cas de litige ou donc sur ça, les gens peuvent le faire. Simeon Sawadgo précise que dans cette modification, le gouvernement n'a d'autre objectif que la tenue des élections à bonne date, c'est là dans la transparence et l'équité. La lumière, source de développement, l'électrification rurale fait le bonheur des populations dans les localités traversées. Dans le centre-ouest, ce sont plus de 70 villages qui sont concernés par le projet exécuté par l'Agence burkinabé d'électrification rurale. Sur le terrain, pour se faire une idée de l'avancement des travaux, le directeur général de l'ABER, accompagné de journalistes, pour en être témoin, première étape de la caravane de presse avec Nong Bakouda et Amandine Lalsaga. Ce poteau électrique, nouvellement installé, est à quelques mètres du moulin de Moumouni Bassané, ici à Lapio, un village de Didi dans le centre-ouest. Lui qui utilise 20 litres de gasoil par semaine, attend avec impatience l'arrivée de l'électricité pour opérer une transition énergétique dans l'exploitation de son moulin. Si le courant arrive, si on voit que ça peut nous aider, on peut enlever le gasoil. Là, on peut prendre le compteur pour travailler avec. Là, c'est rapide. C'est la même impatience qui anime les populations de Lakoudji,
de Goko et de Bassar-Zouldi dans le centre-ouest. Des localités bénéficiaires du projet d'électrification rurale de l'ABER, l'agence burkinabé d'électrification rurale. Quand il n'y avait pas d'électricité, on souffre. Même pour gagner l'eau glacée, il faut qu'on va aller à Didi. Mais comme c'est arrivé maintenant, on peut faire l'eau glacée ici. On demande davantage que les poteaux là soient éparpillés partout au quartier là. Parce que la majorité n'ont pas eu. L'entreprise en charge des travaux, c'est la PPI, le projet de production internationale qui enregistre un retard dans l'exécution du marché. On a eu des problèmes environnementaux, 12 mois de suspension, donc ça fait que le projet a un peu traîné. Et fin octobre, on pourra les mettre sous tension. Et c'est justement pour s'assurer du bon déroulement des travaux et du respect cette fois-ci des délais de livraison que le directeur général de l'ABER est sur le terrain. Et je suis aussi content de me rendre compte que dans les localités que nous avons visitées, les gens ont déjà constitué des listes pour les branchements. On a facilement, quand on fait la somme de toutes ces localités, près de 500 personnes qui sont déjà volontaires, qui ont déjà payé. 79 localités sont bénéficiaires du projet cofinancé par la Banque mondiale et l'État burkinabé. L'accent est mis sur le système d'électrification conventionnel, l'objectif étant de faciliter et d'accroître le taux d'accès à l'électrification en milieu rural. Un bilan satisfaisant de l'opération retrait d'enfants en situation de rue une semaine après son lancement à Bobo-Dioulasso. L'objectif de 400 enfants est atteint à plus de la moitié et la ministre en charge de l'action humanitaire et son staff marquent un arrêt pour un point d'étape à la presse. Précision Manekahien Siriki Milogo. 69%, c'est le taux de réussite de l'opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue à Bobo-Dioulasso. Sur une cible de 400 enfants, 275 ont été recueillis et placés dans des centres spécialisés, cela après 10 jours d'intervention sur le terrain. Et la liste des acquis ne s'arrête pas là. 5375 personnes sensibilisées sur le droit de l'enfant et les dispositifs législatifs portant sur la fréquentation des débits de boissons par les enfants. La signature de conventions de partenariat avec 116 maîtres coraniques encadrant 1879 enfants. 48 fugues ont été enregistrées parmi les garçons recueillis. Mais Marie-Laurence Ilboudo se veut rassurante, ces équipes sauront les ramener à la raison. Et ce point de presse fut l'occasion pour elle de saluer l'ardeur au travail de ses agents. Les acquis engrangés dans cette première phase de l'opération pourraient se résumer ainsi qui suit. L'adhésion de la population au retrait des enfants et des femmes en situation de rue, la forte mobilisation et l'engagement des travailleurs sociaux, l'engagement constant des forces de sécurité, des agents de la santé, des psychologues dans la conduite de l'opération. En termes de perspective, cette opération se poursuivra avec une prise en charge psychosociale, la scolarisation ou la formation professionnelle des enfants, entre autres. Invite a été faite aux travailleurs sociaux à ne pas baisser la garde pour une réussite totale de cette opération. Les nouvelles de la campagne agricole humide dans ce journal et nous allons d'abord dans le Ziro et la Sicile, des zones où les caprices de la pluviomètrie n'entament en rien l'évolution de la campagne. Il faut dire que les producteurs ne lésinent pas sur le respect des bonnes pratiques agricoles et les résultats sont constatés par le ministre en charge de l'agriculture en tournée dans la région. Les Échos avec Amado Ilboudo et Olopoda. La vedette du jour, c'est cette exploitation agricole de 22 hectares. Sa particularité, la diversification de la production. Une approche déclinée ici par cet homme, Anas Yago, producteur installé dans les environs de Léo, dans la Sicile. De l'igname, du manioc, de la patate douce, du maïs et des productions fruitières. Une diversité de spéculations qui pourrait rapporter aux producteurs plus de 25 millions de francs CFA au terme de cette campagne agricole. L'agriculture aujourd'hui, moi, je dirais tout simplement que c'est une fierté. Une fierté si toutefois tu as une terre exploitable et que tu as un tout petit peu de courage en toi, si vraiment tu as une petite maîtrise. Faire de l'agriculture une profession capable de contribuer au bien-être des acteurs, c'est la leitmotiv partagée par bon nombre de producteurs de cette partie du Burkina.
Dans le Ziro, localité voisine de Léo, Alidou Tiendrebeogo et Aboubakar Sawadogo sont présentés comme des modèles. Ils se distinguent par des initiatives nouvelles, des approches qui contribuent à dompter la nature pour une productivité plus durable. À l'aide des tuyaux, je tire de l'eau à partir de mon bassin de collecte d'eau de ruissellement pour arroser mon champ. Regardez par vous-même la physionomie de mes cultures. C'est grâce à ce dispositif que nous arrivons à faire face au déficit pluviométrique que connaît la province. Avec le biodigesteur, j'ai de l'électricité, mais aussi de la fumure organique comme fertilisant agricole, ce qui me permet d'utiliser moins d'engrais chimiques. Ici, l'agriculture a un énorme potentiel et elle offre de grandes possibilités, opportunités aux femmes. Avec cette unité de transformation de manioc, les femmes du groupement Rémi Djessé rêvent déjà d'un lendemain meilleur. Si on prend 10 tonnes de manioc, on peut produire 50 sacs de atchéké. Dans l'année, on peut gagner 2 millions comme ça en allant. La manioc là ne suffit pas. Dans la Sicile, le Ziro, ce sont des femmes et des hommes engagés dans l'atteinte de la sécurité alimentaire que le ministre Salifou Ouedraogo a rencontré. Et le constat qui se dégage est le suivant. Nous avons vu que les techniques et technologies promues par le ministère, notamment les bassins de collecte d'eau de pluie, vraiment arrivent à relever les défis du déficit pluviométrique. Au niveau du Ziro et de la Sicile, il y a de grands producteurs avec de grandes superficies, en moyenne de 30 hectares, qui font quand même des spéculations qui peuvent accroître, qui peuvent augmenter la production au niveau du pays. Donc nous voulons remercier ces producteurs-là et surtout les rassurer que le ministère est en train de mettre en place tous les mécanismes possibles pour leur accompagnement. Le ministre en charge de l'agriculture invite tous les acteurs du monde rural de la localité à travailler pour rendre l'agriculture burkinabé plus compétitive et durable afin de permettre aussi aux petits producteurs d'en tirer profit. Et avant cette étape, le ministre de l'Agriculture parcourait ce 25 août les champs dans les Banwa pour le même exercice de suivi de campagne humide. Visite d'exploitation, échange et conseils aux producteurs pour améliorer les performances. Images et commentaires de la tournée signée Yves Rwamba, Karim Ouedraogo. À Ban, à une vingtaine de kilomètres de Solenzo, c'est sous une pluie que le ministre en charge de l'agriculture visite les champs. Dans ce bas-fond rizicole de 150 hectares, Salifou Ouedraogo échange avec ses 35 exploitants sur la situation de la campagne. Après Ban, le ministre en charge de l'agriculture et sa délégation mettent le cap sur Dissankui et Dio. Avant de visiter les 32,5 hectares d'exploitation de Paul Diarra, ce sont des producteurs de Dissankui qui font découvrir à la délégation un champ de niébé. Des disparités existent au vu de la physionomie, mais les objectifs de production de 1 45 000 tonnes de céréales sur le plan régional seront atteints. Nous voyons de très grands bas-fonds avec de bonnes levées de production qui augurent quand même de très bonnes productions. Donc c'est pour dire que de façon globale, la campagne, on peut dire qu'elle est assez bonne dans la région de la Bougoulou-Moun. Pour l'atteinte de l'initiative présidentielle produit 1 million de tonnes de riz, les producteurs expriment leurs doléances. Nous voulons acquérir encore des connaissances en ce qui concerne les semences améliorées. Au début de la saison, les bœufs n'ont pas la force. Donc, une donnée que nous avons présentée, c'est l'acquisition d'un tracteur. Ici, c'est surtout en termes de mécanisation. Les producteurs ont besoin d'unités de transformation. Ils ont besoin également qu'à l'intérieur des bas-fonds, nous puissions mettre en place des puits pour leur permettre une maîtrise de l'eau afin qu'ils puissent continuer de produire à la sortie de la saison de pluie. Pour cette campagne agricole humide, la région de la Boukou de Mouhoun attend plus d'1 500 000 tonnes de production, toutes spéculations confondues. Ce matin à Koudougou, le ministre en charge de l'enseignement supérieur observe, non sans une certaine fierté, le fonctionnement de la station terrestre du satellite burkinabé désormais opérationnel. Le premier pas est franchi donc vers la concrétisation du projet
Prochaine étape, la construction du satellite proprement dit et des dispositions sont prises, dira le ministre Al-Kassoum Maïga, pour soutenir le projet jusqu'au bout. Découvrons donc la station terrestre de Burkina Sat 1 avec Rasman Ezoundi et Vincent Kendrebego. La station terrestre du premier satellite burkinabé, Burkina Sat 1, est désormais opérationnelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, autorité de tutelle de ce projet, réceptionne officiellement l'outil. La station terrestre du satellite, c'est deux parties essentielles. Une salle technique surmontée d'une antenne. La double antenne UHF et VHF mobile permet déjà de suivre le mouvement de satellites étrangers et d'en recevoir des données précises et en temps réel, transmises à la salle technique et visionnées sur cet écran. Le fonctionnement démontré, le ministre Al-Kassoum Maïga est conquis. L'espoir est permis, ce n'est plus de l'espoir, mais c'est une réalité qui a des résultats concrets, ce qu'on vient de voir. On peut donc féliciter toute l'équipe. L'utilité du projet est évidente, projet prometteur qui bénéficie d'une attention jusqu'au plus haut niveau. Le directeur de cabinet du président du Faso, tout comme le ministre de la Justice, était de la partie. C'est le lieu pour nous de faire une fière chandelle au professeur et à l'ensemble de son équipe et souhaiter qu'il puisse continuer avec le même amour, il puisse continuer avec la même détermination pour faire en sorte que le Burkina Faso puisse rentrer dans le cercle très fermé des pays qui disposent d'un satellite pour donner des informations précieuses pour l'aide à la décision et pour les questions civiles. Un grand pas est franchi, mais beaucoup reste encore à faire. Prochaine étape, la construction du CubeSat Made in Burkina à envoyer dans l'espace pour répondre aux besoins spécifiques du pays. Une autre paire de manches, mais la volonté y est. Nous sommes actuellement dans le cadre du budget en cours en train d'acquérir les différents éléments constitutifs du satellite pour le construire. Comme c'est en 3 phases, la première phase qui était l'installation de la station au sol, à la personne du ministre, nous avons mis environ 105 millions de francs CFA. La deuxième phase, c'est 110 millions de francs CFA. La troisième phase va coûter entre 350 millions et 400 millions de francs CFA. Pour la suite, de toutes les façons, c'est dans le cadre des budgets qu'on va regarder encore, parce que s'il y a un seul projet qu'il faut faire avancer, c'est bien ce projet-là, parce qu'il est d'intérêt stratégique, ne serait-ce que pour notre sécurité alimentaire, c'est un projet qui est important, ne serait-ce que pour éviter les inondations, pour prévoir, c'est un projet important, et je pense qu'on doit l'accompagner, lui et son équipe, et leur dire bravo. Nous pensons que nous avons misé sur le bon cheval si ça avait été au premier B. Des pistes existent déjà au niveau de la coopération internationale pour mettre le satellite en orbite le moment venu, le Burkina Faso ne disposant pas de station de lancement. Ce serait alors l'aboutissement total du rêve du professeur Frédéric Ouattara, qui a déjà formé son équipe de jeunes chercheurs issus de l'école doctorale qu'il a mise en place à l'université Norbert Zongo. Et réagissant à la nouvelle de l'opérationnalisation de la station au sol du satellite burkinabé, le président du Faso se réjouit des possibilités que va offrir cette station dans les prévisions météorologiques et les préventions des catastrophes naturelles et bien sûr dans le domaine de la télémédecine, selon les mots du chef de l'État. Rochmar Christian Kaboré félicite alors et encourage le professeur Frédéric Ouattara et toute son équipe pour le formidable travail qui place le Burkina Faso dans la compétition spatiale donc en Afrique francophone. Cela dit, c'est avec une mention très honorable qui sanctionne sa thèse de doctorat dans le domaine de la technologie. Moustapha Konaté a de toute évidence sa place au sein de l'équipe du professeur Frédéric Ouattara, le tout nouveau docteur agent de la RTB a brillamment défendu une thèse dont l'intitulé parle aux plus avisés. Suivons plutôt Moussa Ouedraogo et Caroline Ouari. Le jury a décidé à l'unanimité de décerner à M. Dr Moustapha le grade de docteur de l'Université Norbert Zongo, option géophysique excellente, spécialité de l'espace, avec la mention très honorable.
C'est le résultat de 3 années de recherche sur une thématique aussi complexe que rarement étudiée au Burkina. Le domaine est de sciences de l'espace. Nous sommes à notre 6e ou 5e thèse aujourd'hui. Les thématiques étant diverses, il a montré que quand même, avec ce qu'il a trouvé, on peut à la limite permettre de savoir quelle peut être la propagation du signal à travers l'ionosphère pour améliorer la communication entre le satellite et puis les êtres humains qui sont sur la Terre pour améliorer les relations intercommunicationnelles. L'impétrant, agent de la RTB employé dans le domaine technique de la transmission, souhaite que les résultats de ces travaux, applaudis à si haut niveau, servent pour l'amélioration du service et au profit des téléspectateurs. Cette thèse-là nous permet de mieux comprendre comment arriver à envoyer le signal. Voilà, au niveau des satellites ou bien la réception, voilà, pour minimiser vraiment les perturbations dans notre domaine. Coup d'essai réussi aussi pour l'encadreur de la thèse. Pour une première, Dr Emmanuel Nanema n'en attendait pas autant. Je suis un homme comblé sur le plan scientifique, d'autant plus que c'est mon premier étudiant que j'ai pris il y a 3 ans et demi de cela. Et nous avons conduit à bout ce travail. Variabilité de NMF2 aux limites des jours calmes au cours du maximum et du minimum de phase de cycle solaire 22 à la station de Ouagadougou. Le thème de la thèse fera certainement référence dans les bibliothèques de recherche scientifique. L'arnaque qui aura duré plusieurs années a dû enrichir les auteurs. Si l'on en croit à la gendarmerie nationale, les arnaqueurs ont trouvé tout simplement le moyen de contourner le système téléphonique en faisant transiter les appels internationaux au coût local à l'aide d'une technologie. Victimes de la supercherie, 2 réseaux de téléphonie mobile au Burkina Faso qui comptent leurs pertes en termes de milliards de francs CFA. La brigade de recherche de la gendarmerie nationale présente l'arsenal. À la presse, découvrons tout cela avec Bernard Combelem et Caroline Ouari. Un boîtier dit SIM-Box avec plus d'une centaine de cartes SIM, des machines servant à la captation des différents réseaux de téléphonie, tout un arsenal utilisé par des pirates pour contourner le système téléphonique. Onatel SA et Orange Burkina sont les opérateurs victimes de cette arnaque. Entre 70 millions et 80 millions de francs CFA par jour, soit plus de 2 milliards de francs CFA par mois, c'est le préjudice financier subi par les 2 réseaux de téléphonie mobile. L'essentiel de leur trafic, c'est les appels internationaux. Un appel international qui quitte par exemple la France pour le Burkina, au lieu de recevoir d'abord l'indicatif de la France, qui devrait normalement se présenter sur votre portable, c'est l'indicatif du Burkina qui se présente. Donc il va de soi que l'appel international qui devait venir directement par la ligne normale de ces téléphonies-là arrive au Burkina directement par le système installé par les pirates, avec des puces du Burkina. Le présumé auteur de ce piratage avouera avoir des complices hors du Burkina, mais l'enquête n'a pas encore permis de mettre la main sur ces derniers. Onatel SA et Orange Burkina s'activent de leur côté à localiser de tels pirates en bloquant des SIM au quotidien. La brigade de recherche de gendarmerie de Ouagadougou salue la collaboration de la population qui a permis l'atteinte de ce résultat et invite les populations, particulièrement les gérants de points de dépôt de transfert d'argent, à toujours plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect. 70 années d'existence pour le syndicat national des enseignants africains. L'événement est marqué d'une pierre blanche ce jour à Ouagadougou. Une commémoration couplée de la tenue du premier conseil du bureau du CNAB élu en août 2019. Les temps forts de la célébration avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Le CNAB, le syndicat national des enseignants africains du Burkina, a été créé en 1949 sous la dénomination syndicat du personnel des enseignants africains. Aujourd'hui, il célèbre en différé ses 70 ans d'existence sous le signe de la reconnaissance aux aînés. Un bureau des anciens du CNAB est donc mis en place avec pour mission d'orienter la jeune génération.
Les anciens du Sinyabé vont participer au premier conseil syndical du Bureau national issu du congrès de 2019 et à l'université syndicale qui se tiennent du 27 au 29 août 2020. La formation va se porter sur 3 thèmes essentiels, notamment les courants syndicaux et quelle est la place du Sinyabé dans ces courants syndicaux, et également la syndicalisation des femmes que nous avons appelé ici le genre et syndicalisme, et également la mobilisation des finances syndicales. Tout syndicat qui se veut fort doit être financièrement indépendant. Le secrétaire général national félicite l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020. Il est attendu des participants des recommandations pour le bon déroulement des cours à la rentrée prochaine. Pendant les vacances comme ça, nous avons un mémorandum que nous préparons. Alors, donc vous allez voir qu'à la reprise, ces mémorandums-là seront mis en application pour faciliter les révisions avant d'entamer l'année en cours. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a connu la participation d'organisations syndicales sœurs, dont la Confédération générale des travailleurs du Burkina et le G16, composé de syndicats de l'éducation et de la santé. Après plus de 2 années passées en France pour des soins, le grand imam de Ouagadougou est de retour au pays. El Hadj Aboubakar Sana, à la tête d'une délégation de fidèles, est allé saluer le Moro Naba Bango ce matin pour son soutien et solliciter les bénédictions du chef coutumier pour la paix et la cohésion au sein de la communauté musulmane. Précision avec Draman Guéné. Première apparition et première prise de parole publique du grand imam de Ouagadougou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est ici, dans la cour royale du Mogo. Accompagné des fidèles et de sommités de la religion musulmane, l'imam Aboubakar Sana est venu se présenter au Mogo Naba Bango après plus de 2 ans passés en France pour des soins. Certains ont annoncé ma mort. Pour d'autres, je ne dispose plus de toutes mes facultés. Ce matin, c'est pour vous dire que Aboubakar Sana est bel et bien vivant et en pleine forme. En France, le cardinal m'a rendu visite à 2 reprises. Le président du Faso a aussi envoyé une délégation me voir. Je remercie tout le monde. Le Moro Naba aussi pour son soutien et ses conseils pour la paix et l'unité. Paix, santé, cohésion dans la communauté, c'est la prière du Mogo Naba Bango et de ses visiteurs. Le retour du grand imam pourrait détendre l'atmosphère. Ici au Burkina Faso, il n'y a pas de ségrégation. Toutes les religions s'équivalent. Musulmans, catholiques, protestants, c'est la même grande famille burkinabé. Aujourd'hui, l'imam a fait appel pour transmettre un message de cohésion et de paix. En pleine convalescence, l'imam Sana peut reprendre doucement ses activités après cette étape de reconnaissance rendue à ses soutiens. Et la jeunesse des assemblées de Dieu du Burkina Faso qui souffle ses 50 bougies. C'est un cinquantenaire placé sous le signe jeunesse et sanctification. À la soirée d'ouverture de cette commémoration, plusieurs personnalités et 7500 jeunes pour rendre grâce à Dieu et faire des projections pour l'avenir. Le résumé de l'événement avec Adama Guiti et Vincent Kendrebegou. 7500 jeunes, dont 1500 choristes qui chantent à la gloire de Dieu. Depuis ce mercredi soir, la JAD, Jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, célèbre son cinquantenaire. En son temps, la jeunesse ne dépassait pas 200-300. Et vous voyez qu'en 50 ans, nous sommes des milliers de jeunes. En plus de cela, il y a les actions que la jeunesse mène aussi dans les églises
dans les régions, dans les villes et dans les campagnes. Nous avons aussi l'appui de la JAD, en tout cas dans la vie communautaire. L'ouverture des festivités intervient en présence de plusieurs invités de marque et des autorités ecclésiastiques, dont le président du Conseil général des Assemblées de Dieu de Burkina, pasteur Michel Ouedraogo, qui patronne le jubilé. La jeunesse a reflété réellement la gloire de Dieu. Ils ont compris le sens réellement du salut. Ils ont compris ce qui veut dire représenter Christ sur terre. Ce qui nous a été donné de voir ce soir de la part des jeunes, c'est époustouflant. Nous sommes venus, on a vu, on a aimé. Moment de rétrospection marqué par des hommages solennels aux pionniers de ce mouvement associatif. Le clou de la célébration interviendra ce dimanche au site du 115e anniversaire, désormais appelé Centre des conférences des Assemblées de Dieu. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour fermer ce journal avec le bras de fer qui se poursuit entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée orientale pour tenter de mettre la main sur les eaux maritimes riches en hydrocarbures. Athènes étend sa zone nautique tandis que Ankara annonce de nouvelles manœuvres. Les appels à la désescalade de l'Union européenne n'ont pas empêché Athènes et Ankara de lancer des manœuvres militaires en Méditerranée orientale au moment où les tensions entre les deux pays sont au plus haut. Par ailleurs, le Premier ministre grec annonce que son pays a l'intention d'étendre sa zone territoriale à 12 000 nautiques. C'est un droit que notre pays se réserve d'exercer à l'avenir dans d'autres zones maritimes et qui a déjà été exercé par nos voisins en ce qui concerne la Convention sur le droit de la mer et l'application de la ligne médiane lorsque la distance entre les côtes est inférieure à 24 000 nautiques. De son côté, Recep Tayyip Erdogan avertit que la Turquie ne compte faire aucune concession pour défendre ses intérêts gaziers en Méditerranée orientale. Tout comme nous n'avons pas Dieu sur le territoire, la souveraineté et les intérêts de qui que ce soit, nous ne ferons jamais de compromis sur ce qui nous appartient. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est nécessaire en termes politiques, économiques et militaires. Nous invitons nos interlocuteurs à se ressaisir et à éviter les erreurs qui conduiraient à leur ruine. Au lendemain de la tentative de médiation du ministre allemand des Affaires étrangères à Athènes et Ankara, la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a évoqué le dossier avec le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'un et l'autre paraissent ne pas réaliser que des micros enregistrent leurs conversations au moment où Josep Borrell estime que les Turcs considèrent que les Grecs ne sont pas fiables. Fin des actualités. Merci de nous avoir suivis. La synthèse de toutes les informations du jour à suivre à 23h avec Ismaël Diloma Sirima. Très bonne soirée à tous. An kan k'an yɛrɛ tanga ko fila don ma a fɔlɔ o ye adamadenya woloma